Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Je rentre dans le vif du sujet avec une stat que j'aime beaucoup. C'est un récent rapport du MIT qui nous apprend ça. Quand je dis récent, ça date de courant 2025 et qui nous dit que l'IA, l'intelligence artificielle, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle en entreprise, c'est 95% d'échecs. Alors, il faut modeler un peu ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 95% des cas, il n'y a aucun changement sur le compte de résultats. C'est un outil qui se veut magique, qui va révolutionner tout ce qu'on veut, mais à la fin de l'année, il n'y a aucun changement sur le compte de résultats, qu'il soit positif d'ailleurs ou négatif. Comment on explique ça ? Pire que ça même, une étude encore plus récente de mi-2025 nous donne une info comme quoi l'IA pourrait amener massivement au burn-out. On manque d'observation, on manque de recul et de données là-dessus. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Ça pourrait amener à des burn-out massifs. Et ça s'explique en fait assez facilement. Donc, cette étude-là dont je parle, qui parle des burn-out, c'est une étude qui a duré à peu près 8 mois sur à peu près 200 personnes. Donc, ça reste encore un petit échantillon. Ça a été mené quand même sur une quarantaine d'entretiens approfondis, donc c'est un échantillon, mais ça reste quand même sérieux. Ça s'explique assez facilement, ça. Donc ça va être important aussi, parce qu'on parle d'IA à tout moment. On parle de comment on évite l'échec. Donc tous ces sujets-là sont des sujets à prendre en compte. Ça s'explique assez facilement, en fait, ce constat-là, par 3 choses. La première, c'est que les employés ont d'un coup augmenté leur charge de travail. Les managers ont commencé à coder, les codeurs ont commencé à manager, à superviser ce que faisait l'IA, les dirigeants ont commencé à manager, puis à coder, puis à superviser. Donc en fait, tout le monde, on dit les salariés, mais absolument tout le monde, d'un coup, sans s'en rendre compte, ont augmenté leur charge de travail, de manière très pernicieuse. Le deuxième effet pervers, c'est que corriger, suivre, superviser une intelligence artificielle, en fait, c'est fatigant. Ça génère de la fatigue décisionnelle et faire ça à longueur de journée, c'est extrêmement fatigant. Ça a été prouvé. La plupart on va prendre chez les développeurs, parce que les développeurs sont en première ligne dans cette révolution intelligence artificielle. Chez les développeurs, en moyenne, ils pensaient aller 20% plus vite. Finalement, ils se rendent compte qu'avec la fatigue, ils sont productifs à peu près 19% du temps en moins chaque jour. Donc, on pense aller 20% plus vite. Finalement, vu qu'on travaille moins, parce qu'on est crevé plus rapidement et qu'on est plus rapidement moins efficace, on est productif 19% du temps en moins, à peu près, encore une fois, sur ces 8 mois d'entretien. Donc ça, on commence à comprendre pourquoi on n'arrive à aucun résultat qui soit positif ou négatif, avec, attention, les burn-out qui sont pas très loin. Et ensuite, il y a un troisième facteur qui peut expliquer ça, c'est la pression qui a augmenté. C'est normal, les acheteurs, les décideurs, les dirigeants ont acheté des logiciels, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Ça a un coût, il faut le rentabiliser. Donc, et surtout, il y avait une promesse derrière qui est très forte et qui est entretenue par tout ce qu'on voit depuis 3-4 ans maintenant. Il y a une promesse qui dit, vous allez avoir un facteur de compression de votre temps de travail qui va être énorme, vous allez faire ce que vous faisiez avant en 3 jours, vous allez le faire en 3 heures, etc. Donc on nous vend ça, on vend ça aux dirigeants, aux acheteurs, les acheteurs achètent ces licences et se disent, maintenant je veux des résultats. Donc il y a machinalement, mécaniquement, mathématiquement, une pression qui augmente. Alors, on va retourner dans l'histoire
Et avant ça, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle effectivement Fabien Serra. Je fais de la science de données dans une entreprise qui s'appelle Tizi. Concrètement, j'aide les boîtes à structurer leurs données, notamment en vue d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Vous allez voir, la donnée, c'est un élément extrêmement important pour ceux qui m'ont déjà entendu parler. Je parle quasiment que de ça. C'est une obsession chez moi, mais c'est normal, ça s'explique, puisque ça fait partie d'un élément très important. Donc on va faire un petit tour dans l'histoire et on va faire un parallèle que tout le monde adore faire. Alors moi, je ne vais pas faire ce parallèle de c'est comme l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Je trouve qu'il n'est pas assez parlant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où l'intelligence artificielle, effectivement, c'est une véritable révolution sans précédent, comme on ne l'a jamais vécu jusqu'ici. Je préfère l'analogie avec l'arrivée de l'électrique dans les usines fin du 19e siècle. On est à peu près en 1870, 1880, je ne sais plus exactement, 1870, considère être la deuxième révolution industrielle où on passe par de la production de masse avec de l'électricité, l'électrification des usines. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il a fallu à peu près 30 ans pour commencer à observer des gains positifs, mais en tout cas à observer des changements positifs, donc des gains. 30 ans, donc il a fallu attendre à peu près 1900, 30 ans après l'arrivée de l'électricité, c'est énorme, il a fallu attendre à peu près 1900 pour commencer à avoir des gains. Tout simplement, et c'est sûrement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, à une échelle différente, parce qu'à l'époque, tout prenait plus de temps qu'aujourd'hui, donc ça ne veut pas dire que là, il va falloir attendre encore 25 ans pour avoir des effets sur les entreprises, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas se faire tout seul. En fait, chaque employé gagne individuellement du temps, ou en tout cas gagne en productivité, mais on a des infrastructures qui n'ont pas suivi, on a des organisations qui sont encore restées à l'époque de l'avant-IA. Tout comme les usines en 1870, ce n'est pas parce qu'on met l'électricité dans l'usine que d'un coup, toute l'usine est beaucoup plus productive. Parce qu'on a encore des organisations, on avait encore en 1870 des organisations qui étaient dessinées pour l'usine au charbon, l'usine à la vapeur. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, on a les outils, mais il nous manque la tuyauterie. On peut le dire comme ça. Il y a juste à espérer que ça ne va pas prendre 30 ans. Parce que, encore une fois, la pression augmente, tout ça, ça a un coût, et il faut rentabiliser ce coût. Alors, on va analyser aujourd'hui 4 parties qui sont, à mon avis, à mon sens, fondamentaux pour entrevoir efficacement. Vous allez le voir, on va parler le plus concret possible. À chaque partie, on va se dire quel est le plan d'action, de manière à ce que ce soit extrêmement actionnable pour tout le monde et qu'on puisse ressortir de là avec la prochaine étape de chacune de ces parties. La première partie, c'est la data. Dans la data, il y a un point extrêmement important, et vous allez comprendre pourquoi je fais l'analogie avec cette usine du 19e siècle. Dans la data, dans les entreprises, dans les organisations, dans toutes les organisations, il y a ce qu'on appelle un savoir tribal. C'est un terme qui n'est pas forcément connu et qui désigne en fait toute la connaissance qui est là-dedans. Donc on l'a potentiellement tous connu, et on le connaît tous parce que c'est normal et naturel. Il y a tellement d'informations et ça change tellement tout le temps qu'on ne peut pas toujours tout poser sur ordinateur ou sur papier. Donc un savoir tribal, c'est quoi par exemple ? C'est le commercial qui est là depuis 25 ans dans l'organisation et qui connaît tous les clients et qui sait qui on doit tutoyer, qui on doit vouvoyer, qui est susceptible. Ça, en général, on ne le retrouve pas dans un CRM, on ne le retrouve pas dans un logiciel. On ne le retrouve pas informatiquement ni physiquement. C'est ce qu'on appelle un savoir tribal. Et ça, c'est important parce que, en fait, souvent, on le sous-estime. Parce que, par définition, ça a du mal à se mesurer. Encore une fois, ce n'est pas tangible. On n'arrive pas à le voir. On a du mal à le mesurer, donc on n'arrive pas à comprendre l'impact que ça a si ça reste dans la tête des gens. Ça se mesure. Si on fait l'effort de le mesurer, il suffit de mettre quelques personnes clés au chômage partiel, au chômage technique ou en vacances, et on se rend vite compte qu'on est bloqué. C'est pas le tout de le dire, mais voilà, on se rend vite compte qu'il y a tellement de subtilités et d'informations possibles que, encore une fois, c'est normal d'avoir ce savoir tribal. Mais il faut prendre conscience que l'intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle,
C'est pour ça que des fois, j'entends des personnes qui me disent « Non, mais aujourd'hui, c'est pas encore terrible, mais bientôt, dans 6 mois, dans 1 an, les intelligences artificielles seront tellement puissantes que ça va marcher. » Le problème, c'est que non, parce que l'intelligence artificielle, tant qu'elle ne rentre pas dans notre tête et qu'elle n'arrive pas à extraire et à analyser ce savoir tribal, on est foutu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des puces électroniques qu'il faut s'injecter dans le crâne ? Peut-être. Personnellement, je pense qu'il y a des solutions plus pragmatiques pour arriver à extraire ce savoir tribal. L'autre truc très important dans la data, c'est ce qu'on appelle l'annotation. Parce qu'une donnée, finalement informatique, c'est une donnée informatique. Comment on l'identifie, on la qualifie informatiquement parlant, sans avoir recours à un humain qui dit « ça, je sais ce que c'est mon tableau Excel qui parle de mon plan de charge, qui parle de… » Informatiquement parlant, c'est un tableau Excel comme un autre. Pour parler de la notation, j'ai choisi cet exemple qui est intéressant, qui est les lunettes. J'ai confondu lunettes avec Google. Compliqué. Les lunettes Ray-Ban Meta. Vous avez déjà dû entendre parler. Les lunettes Ray-Ban Meta, donc c'est des lunettes qui filment. Ce qui s'est passé, il y a eu un scandale là, il y a quelques mois, c'est assez récent, je pense que ça date de fin d'année 2025. Il y a eu un scandale qui a éclaté parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des mecs qui visionnaient tout ce qui était enregistré pour faire des annotations, c'est-à-dire décrire informatiquement qu'est-ce que était en train d'être filmé. Là, c'est un trottoir, là, c'est la brasserie du digital, là, c'est ma compagne, là, c'est… voilà, tout était annoté. Tout était annoté, bien sûr, par des humains, parce qu'il faut décrire qu'un chien est un chien, qu'un chat est un chat. Voilà. Donc ça, avant que l'intelligence artificielle soit entraînée, c'est des humains qui le font. Et forcément, c'est des humains pas chers. Donc où est-ce qu'on trouve des humains pas chers ? On en trouve pas mal sur la planète. En l'occurrence, Meta Ray-Ban, c'était au Kenya. Donc il y a des armées de Kenyans qui visionnent des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos de vos Ray-Ban Meta. Je ne sais pas si quelqu'un en a ici. Là. En tout cas, j'en vois pas. Donc, visiblement, là, les Kenyans ne sont pas en train de m'annoter. Et qui sont en train de dire, OK, ça, c'est un chien. Ça, c'est un couloir. Ça, c'est un… Voilà. Ce qu'il faut se dire aujourd'hui, il y a 2 choses. La première, c'est que en 2026, et ça fait déjà 10 ans que c'est vrai ce que je vais dire là, en 2026, un objet qui filme n'est pas juste un objet qui filme. Un objet qui filme, c'est un objet qui collecte de la donnée. Le dernier exemple en date que j'ai, c'est Niantic, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est l'entreprise qui a développé Pokémon Go. Pokémon Go, c'est un jeu qui a éclaté il y a 10 ans, en 2016 à peu près. Et l'objectif, c'était avec mon téléphone, je scanne avec mon appareil photo mon environnement et je peux chasser des Pokémon. Donc c'était une sorte de réalité augmentée, un jeu en réalité augmentée. On s'est rendu compte aujourd'hui que la boîte qui a développé ça, donc le jeu était gratuit, et il était franchement bien foutu, sous licence Pokémon. Et on a appris il n'y a pas très longtemps que la boîte qui a développé ça, elle a vendu toutes les données à une entreprise qui entraîne, en fait, donc qui a utilisé ces données pour entraîner des robots livreurs pour livrer chez vous. Et ces robots livreurs, quand ils sont, donc c'est des petits robots comme ça, sur roulette, ils sont sous contrainte constante. C'est extrêmement dur d'avoir un robot autonome qui livre partout parce qu'il y a un trottoir, il y a une bosse, il y a un nid de poule, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il fallait scanner des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Et payer des gens pour faire ça, c'est très coûteux, c'est très long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu qui est cool, et puis il va y avoir des millions d'utilisateurs qui vont jouer gratuitement et qui vont donc scanner. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple de un objet qui filme aujourd'hui, et ça fait maintenant du coup 10 ans que c'est le cas. Un objet qui filme, c'est très souvent pas juste un objet qui filme, surtout si c'est gratuit ou pas cher. Donc après, si on achète un bon vieux caméscope qui est pas du tout connecté à Internet, c'est différent. Mais en tout cas, sur des trucs comme ça, sur des jeux, sur les lunettes Meta, Ray-Ban, etc. Voilà, faut savoir que c'est pas juste pour filmer, c'est aussi pour entraîner des intelligences artificielles. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que ça permet de comprendre comment ça marche derrière. C'est pas le tout de récolter de la donnée, il faut la qualifier. Et pour la qualifier, on fait des annotations. Donc, c'est des métadonnées, en fait, où on va expliquer ce que je viens de dire, c'est-à-dire un chat est un chat, un chien est un chien, etc. Un autre exemple aussi de l'annotation, c'est les CAPTCHA. Vous avez dû entendre parler ce nom barbare, les CAPTCHA dans les sites web, c'est pour prouver qu'on n'est pas un robot.
Quand on remplit un formulaire, on doit prouver qu'on n'est pas un robot. Et qu'est-ce qu'on fait pour prouver qu'on n'est pas un robot ? On doit dire ça c'est un feu rouge, ça c'est une bicyclette, ça c'est un chien, ça c'est une marmotte, etc. Et ça c'est de la notation. Et donc les CAPTCHA, c'est des outils qui sont effectivement faits pour contrer les robots, les spams. C'est des outils qui sont gratuits, qui sont offerts aux développeurs de sites web, entre autres. Et donc, les développeurs de sites web, c'est des chevaux de Troie, en fait. C'est-à-dire qu'ils intègrent ça, vu que c'est gratuit et que c'est bien utile, ils intègrent ça dans tous les sites web du monde. Et donc, on a des milliards de personnes chaque jour qui disent « ça, c'est un chien ». Et ça permet de récolter de la donnée et donc d'entraîner des intelligences artificielles. Donc, la donnée, c'est le carburant. Dans toute entreprise, je reviens sur mon sujet, je reviens sur le sujet initial, dans toute entreprise donc, qui souhaite intégrer l'intelligence artificielle de manière efficace, doit se poser la question de sa donnée. Et doit donc faire, on le verra juste après dans le plan d'action, ce travail de collecte, d'annotation, etc. Alors pas à l'échelle de méta, si on est très malin, on trouve un moyen pour que ce soit les autres qui nous fassent ça gratuitement, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on a des données confidentielles. Mais en tout cas, ce que font les autres, ce que font les géants qui arrivent à créer et à intégrer l'intelligence artificielle, il n'y a pas de secret, il faut le faire chez tout le monde. Par rapport à ça, il y a un outil qui est superbe, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un outil de l'Observatoire de la maturité de data et IA des entreprises. C'est un truc que je ne connaissais pas il y a 6 mois. J'ai l'impression que c'est public, ce truc-là. Ce n'est pas très très clair, mais j'ai l'impression que c'est public, cet observatoire-là. Et ils ont sorti un petit outil qui s'appelle le diagnostic de maturité de data et IA. C'est super parce qu'en un quart d'heure, on répond à des questions. Je vous ai mis Hop là, parce que je vois qu'il y a des... si ça vous intéresse, voilà, je vous ai mis le QR code, vous pouvez j'espère, je ne l'ai pas retesté d'ailleurs aujourd'hui, mais dites-moi si ça marche. Je vous ai mis le QR code pour accéder directement à l'outil, comme ça vous pouvez le garder dans vos favoris. J'invite vraiment tout le monde à le faire, même, je ne sais pas, un auto-entrepreneur ou peu importe, parce que c'est gratuit, c'est assez rapide à faire, et ça permet de prendre conscience de son niveau de maturité. Et pour une fois, parce que c'est rare d'avoir, encore une fois, un outil mature, entre guillemets, pour une fois, on ne parle pas que d'IA. Parce qu'encore une fois, ça marche ? Ok, super. Alors, c'est à travers France Numérique qu'ils ont poussé ça. Donc, encore une fois, effectivement, il faudrait fouiller un peu, il y a quoi derrière. Faites attention à ce que vous saisissez en termes de données, mais j'ai tendance à faire confiance, peut-être qu'à tort. En tout cas, voilà, ce que je disais, c'est que j'aime bien cet outil. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas que concentré sur l'intelligence artificielle, parce qu'on parle que de ça. Pour une fois, non, il y a la data en avant-première, c'est un prérequis. Donc, en termes de plan d'action, on fait quoi concrètement pour clôturer ce chapitre data ? La première étape, et ça peut être fait, c'est très activable, hein, ça peut être fait, j'invite vraiment tout le monde à le faire. La première étape, c'est de recenser vos données. Il y a vraiment une étape exploratoire de prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai comme données ? Alors, pas forcément, si on est un particulier, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais ce n'est pas le thème de la conférence du jour. Je suis une entreprise, je suis une structure, une organisation, une association, peu importe. Qu'est-ce que j'ai comme données ? Normalement, ça fait déjà 8 ans qu'on est censé faire ce travail-là, parce qu'il y a un truc qui s'appelle RGPD en Europe. Et donc, ça fait partie du plan d'action RGPD de cartographier ces données. C'est un autre sujet. Si jamais vous êtes en retard sur le RGPD, c'est une occasion de se motiver. C'est qu'en fait, le RGPD permet de se mettre à l'IA. Pour une fois, on a trouvé un élément motivant au RGPD. La deuxième étape, qui est très simple aussi à mettre en place, ça demande un peu de rigueur et de discipline personnelle, c'est de nommer les fichiers, il faut avoir ça en tête, nommer les fichiers de manière à ce que quelqu'un d'autre qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas notre contexte, retrouve et comprenne le fichier dans 3 ans. Ça paraît complexe, on se dit waouh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fichier qui s'appelle toto.xl, il faut l'oublier. Ou alors, quand ceux qui font des maquettes, s'il y a des graphistes qui nous écoutent, ils l'ont déjà vécu, c'est maquette finale V1, maquette finale, maquette finale V2, point final vraiment. Ça, c'est valable pour les propals, pour les... Voilà. Ça, il ne faut pas le faire parce que quelle est la bonne version ? Quelle est très difficile ? Moi, un exemple tout bête que je donne... Un exemple tout bête que je donne, c'est de systématiquement préfixer ces noms de fichiers, chaque fois que c'est possible, préfixer ces noms de fichiers par une date, 2026-04- voilà. Ensuite, le nom du fichier, qui soit le plus, quitte à ce que ce soit à rallonge, c'est pas très grave, qui soit le plus
affordant possible, c'est-à-dire que il s'appelle pas juste Auto, quoi, que ce soit si c'est ma propal pour mon client ABC, et ben c'est propal-client-ABC, voilà, que ce soit clair. Ensuite, de mettre une petite version avec toujours la même convention de nommage, version 1.2, 1.3, 2.0, etc. Et déjà, si vous faites ça, c'est très clair. Ça permet déjà, c'est de l'hygiène en fait, c'est de l'hygiène informatique, donc c'est plus simple pour s'y retrouver soi-même, mais surtout une IA va l'interpréter tout ça. Ça, c'est une manière de faire de la notation. Parce que l'IA, elle va comprendre s'il y a un fichier qui est plus vieux. Par exemple, si on met 3 versions de propositions commerciales, mais qu'à chaque fois on met une date, l'IA va lire le nom de fichier et va se dire ok, bah je prends la version, la date la plus récente et je considère que c'est ma base de vérité. Donc tous ces petits éléments là de renommer ces fichiers proprement, ça va aider l'IA à comprendre sans avoir à lui expliquer. Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est discuter avec une IA comme si elle avait 1 an et demi, quoi, et devoir tout lui redire tout le temps. Enfin, ça, là on perd du temps. Là c'est fatigant et en plus on perd de temps. Donc nommer ces fichiers correctement, au-delà d'être pratique pour vous et vos collègues, ça sera aussi pratique pour une IA. Ensuite, il y a traiter le savoir tribal comme un actif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faut pas l'ignorer, premièrement, et c'est quelque chose qu'on peut exploiter, qu'on va chercher à exploiter. Donc la première étape, c'est de le collecter, de l'extraire. Il y a plusieurs manières de le faire. Une des manières, moi, que j'utilise beaucoup, c'est chaque fois qu'on considère qu'un process doit être protocolé, eh bien, on en fait un protocole. Tout ne doit pas être protocole, parce que sinon on s'en sort plus. Mais donc ça veut dire définir la forme de notre protocole et où est-ce qu'on le met, parce que c'est pas le tout de d'écrire un protocole, mais il faut pas que ça traîne dans l'ordi de celui qui avant avait l'info dans sa tête, parce que sinon on n'a pas réglé le problème. Donc il faut un outil type un wiki, voilà, un outil comme il en existe des gratuits, qui est partagé, qui est collaboratif. Bref, il y a un choix d'outils important à faire. Généralement, le wiki, on connaît tous Wikipédia, mais il y a plein d'outils qui permettent d'avoir son wiki d'entreprise gratuitement. Et c'est intéressant parce que c'est des outils qui sont vraiment faits pour mettre des protocoles. Donc ça peut être par exemple, quand j'accueille, c'est tout bête, hein, et ça, bon, souvent on l'a, mais j'accueille un nouveau collaborateur, quel est le protocole ? Je lui envoie, non, je vais prendre un meilleur exemple, j'accueille un nouveau coworker, quel est le protocole ? J'envoie le code Wi-Fi, j'envoie la charte machin, et que ce soit pas juste dans la tête de celui qui l'a pensé ou de celui qui est le plus expérimenté. Ça doit être un actif, donc ça doit être visible, palpable et matérialisable. Parce que ça, l'IA, elle va en avoir besoin. Ensuite, structurez vos documents récurrents. Donc, identifier les documents récurrents et structurer les documents récurrents. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, moi, on va prendre par exemple une proposition commerciale. Si je fais des propositions commerciales, si je suis commercial, ça, c'est un document récurrent, parce que je vais en générer. Et donc, l'idée, c'est si vous avez une équipe de 10 commerciaux, il ne faut pas que chaque commercial fasse son propre template de propal. Voilà, il faut templater les choses. On a un template de facture, on a un template de devis, ça dans à peu près toutes les organisations là. Il faut avoir ce réflexe template. Dater, versionner systématiquement. Si ce n'est pas à l'intérieur du document, ce n'est pas toujours possible. Au moins dans le nom du fichier, comme on vient de le dire. Et ça, pour le coup, c'est assez facile. Et enfin, choisissez une source de vérité par sujet. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est commencer à en foutre de partout. Qui dit vrai entre les mails, qui dit vrai entre le RP, qui dit vrai entre le logiciel compta, qui dit vrai entre, n'importe quoi, un logiciel de prod. Il faut, autant que faire se peut, définir une source de vérité par type de données. Dans mes mails, j'ai les échanges clients. Et si j'ai un client qui commence à passer par WhatsApp, par machin, par truc, soit on peut éviter et on essaye d'avoir un seul canal, soit sinon on le définit et au moins on l'écrit. Encore une fois, ça c'est un savoir tacite, c'est un savoir tribal. Le fait de savoir que dans les mails, alors c'est, on peut le deviner, mais en fait l'IA, elle ne le devine pas. Enfin, là-dessus, elle ne le devine pas, en tout cas. Elle devine beaucoup de choses, mais si on ne lui dit pas que les mails, c'est important parce qu'on va chercher dans les mails cette info, l'IA, elle va peut-être avoir du mal et vous allez peut-être avoir des surprises. Donc tout ça, c'est pareil, on peut l'écrire. On peut l'écrire et ça va nous être utile pour le fournir dans les outils. Vous voyez déjà, il y a un ordre à respecter. En tout cas, moi, c'est l'ordre que je préconise beaucoup parce que c'est celui où je remarque que ça donne plus de résultats. Quand on se concentre tout de suite sur les outils, on passe à côté de quelque chose d'important. On met de l'électrique dans une usine où l'organisation n'a pas été redessinée. Alors, dans le monde des outils, je suis un peu en retard, donc j'accélère un peu. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a 2 doctrines qui s'opposent dans les outils. Vous avez peut-être jamais entendu
ces noms-là, parce que c'est un peu dans notre jargon à nous. La première doctrine, c'est ce qu'on va appeler le best of suite, et la deuxième doctrine, c'est le best of breed. Le best of suite, c'est ce gros logiciel, ce méta-logiciel qui gère tout pour nous. Donc c'est un Salesforce qui va tout gérer, c'est un HubSpot qui va tout gérer, c'est Microsoft qui va tout gérer, c'est Google qui va tout gérer, etc. Il y a avantages et inconvénients dans les deux. Best of breed, c'est l'inverse, c'est on va avoir à chaque fois le meilleur logiciel de chaque. Le meilleur logiciel qui va nous gérer notre emailing, le meilleur logiciel qui va nous gérer la facturation, le meilleur logiciel qui va nous gérer notre gestion de relations clients, etc., etc. L'avantage et inconvénient des deux, c'est que le best of suite, on a une donnée qui est cohérente parce que tout est au même endroit. Donc c'est cool parce que tout est connecté, entre guillemets, enfin tout est connecté par définition, par essence, et tout est au même endroit. Par contre, c'est rigide, souvent, et donc ça nous force à à tordre les organisations, à tordre les process. Tout simplement parce que un méta-logiciel qui gère tout pour des millions de clients, c'est forcément très générique. Et on va manquer de souplesse et de justesse dans nos besoins, parce que chaque entreprise est différente. La réponse à ça, c'était justement le best of breed. C'est de dire, pour regagner un peu de souplesse, pour regagner un peu de finesse, je vais prendre des outils qui vont être vraiment plus spécialisés pour mon cas. Parce que quand je prends un Salesforce qui est peut-être très bien pensé pour une très grosse boîte du CAC 40, moi, un Salesforce, il n'y a peut-être qu'une partie qui m'intéresse, mais pas le reste. Mais bon, je suis contraint d'utiliser Salesforce. Un des gros problèmes du best of breed, c'est que on a potentiellement des dizaines de logiciels qui ne communiquent pas entre eux et où la donnée elle est éparpillée de partout et où il faut faire de la double saisie à droite, à gauche, voilà. Très souvent, la doctrine qui gagne, qui l'emporte dans les organisations, en tout cas un peu structurées, quand on est tout seul c'est différent ou quand on est une toute petite équipe c'est différent. Très souvent la doctrine qui gagne c'est le best of suite. Parce qu'il vaut mieux perdre un peu de souplesse, il vaut mieux être un peu rigide et tordre un peu les process au profit en fait d'une donnée qui est cohérente. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une donnée qui est éparpillée de partout et où on ne sait pas où la chercher et où la donnée doit être saisie 15 000 fois. Sauf que ça, c'est en train de changer. Avec le monde post-IA, c'est en train de changer. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, le manager ou le dirigeant ou n'importe qui, n'importe quelle fonction d'ailleurs, découvre les joies de ce qu'on appelle le vibe coding, qui consiste à développer sans avoir de compétences en informatique. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, j'explique une idée et ça me code tout seul comme si j'avais une équipe de développeurs et de designers. Ça, c'est génial parce que ça permet de se faire ces petits logiciels un peu sur mesure. Donc à l'époque, on avait les scripts Excel, les macros Excel, où pareil, on a un Excel qu'on veut customiser un peu, qu'on veut automatiser un peu. Pour les plus téméraires ou fougueux d'entre nous, on faisait des scripts du VBA, des scripts macros pour customiser et automatiser nos Excel. Donc ça a toujours existé, encore une fois, sauf que c'était assez limité. Aujourd'hui, le vibe coding et donc l'IA en général, l'IA générative, lève tellement de barrières à l'entrée que n'importe qui peut développer un logiciel en plus super cool, parce que ça a quand même énormément évolué là-dessus. On peut développer des petits logiciels pour tout et pour rien. Nous, on a des clients qui développent des petits systèmes d'information RH. On a des clients qui développent des outils pour générer automatiquement des calendriers d'édito. On a de tout. Ça, on appelle ça, au passage, on appelle ça le shadow IT, le shadow AI, c'est-à-dire l'informatique grise qu'on ne maîtrise pas et qui pourtant est bien là. Donc, c'est pour ça que je dis petit à petit, on est en train de basculer vers un peu le pire des deux mondes. C'est-à-dire on a les décideurs, les acheteurs qui font plutôt confiance au best of suite. Je prends Salesforce, je mets ça à toutes mes équipes et hop, il y a tout au même endroit et c'est le logiciel qui me garantit ma cohérence. Mais également des petits logiciels satellites qui sont en train de pousser un peu de partout. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que le best of breed devient accessible, mais attention, devient peut-être trop accessible, et donc on oublie deux éléments extrêmement essentiels. C'est qu'il faut d'une part, absolument, parce que sinon on a encore une fois le pire des deux mondes, il faut d'une part ce qu'on appelle une architecture de l'information, et d'autre part un orchestrateur. Une architecture de l'information, c'est quoi ? C'est un ensemble de règles, on ne va pas complexifier ce qui n'a pas besoin d'être complexifié, c'est un ensemble de règles, notamment de gouvernance, qui vont déterminer quelle donnée va où, quelle donnée doit être communiquée où, quelles sont mes sources de vérité. Finalement, votre architecture d'information, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il y a un ordre à respecter, ça simplifie les choses. Et ça va également permettre, dans cette architecture d'information, on va expliquer, expliciter, documenter tous les flux qu'on va avoir.
Ma donnée, elle arrive ici, elle doit partir là, sauf qu'elle peut être modifiée que d'ici, etc., etc. Et donc, on commence à manipuler les flux. C'est ce qu'on voit sur le petit dessin ici. C'est les petits traits qui relient tous les logiciels. Donc, les flux prennent une place très importante. Et donc, qui dit flux dit où est-ce qu'on les gère, ces flux-là? Parce que si c'est dans la tête de celui qui les a développés ou dans le code de celui de là où c'est développé, on retombe dans le problème on a recréé un savoir tribal. Et il faut sortir de ça. Donc, il faut quelque chose qui nous permette d'observer ces flux, de maintenir ces flux, de comprendre ces flux, de les matérialiser, etc. Et c'est là que l'orchestrateur rentre en jeu. Un des orchestrateurs qui fait beaucoup parler de lui depuis qui existe depuis longtemps, mais qui a explosé, forcément, c'est assez logique, c'est N8N, ou N8N pour les anglophones. Et cet outil, il a explosé. Alors, il est open source, c'est pas le seul, mais il est open source, il est extrêmement puissant, et n'importe qui peut assez facilement commencer à manipuler le truc. Et donc, c'est arrivé mécaniquement avec l'arrivée de ce best of breed qui débarque un peu de partout, que ce soit souhaité ou non. Donc, le plan d'action sur la partie outils, c'est celui-ci que je vous propose. C'est faites l'inventaire de vos outils. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, tout compte. Votre boîte mail, c'est un outil. Votre téléphone, c'est un outil. Votre montre connectée, tout ce qui peut interagir dans votre écosystème de votre organisation. Donc, je ne sais pas, moi, la suite Office, c'est un outil, etc. Faites l'inventaire de ça. Posez-vous la question du flux avant celle de l'outil. Avant d'envisager l'achat de ChatGPT, avant d'envisager l'achat d'un... Alors, ChatGPT, ça va, c'est peu engageant, c'est $20 par mois, donc c'est pas très grave. Mais avant de prendre un Salesforce qui coûte des dizaines de milliers d'euros et qui vous promettent de l'IA et qui vous promettent que vous allez faire un bond quantique et que vous allez tout de suite basculer sur une usine électrifiée en moins de 2, posez-vous la question du flux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rentrer dans Salesforce, qu'est-ce qui va sortir de Salesforce. Voilà, ça, c'est important de matérialiser les flux. C'est assez simple, alors, faut se forcer à faire l'exercice parce que généralement, c'est pas fun. Mais c'est simplement, et il n'y a pas d'outil pour ça. C'est presque du bon sens. C'est se dire, ma donnée, c'est quoi son parcours de vie et découper. C'est-à-dire, on va prendre le process commercial, par où rentre mon client et puis par quelle étape je vais le faire passer. Puis ensuite, jusqu'à la signature d'un contrat. Voilà, j'ai pris un périmètre assez limité. Où est-ce que vont mes données ? Par mail, par téléphone, machin, etc. Et d'avoir un regard critique sur les flux permet de faire des meilleurs choix sur les outils. Ensuite, il faut désigner un propriétaire par flux critique. Donc ça, c'est encore une fois, quand on est une équipe de 1 ou 2 personnes, ça ne sert à rien. Mais quand on est une équipe un peu plus grosse, désigner un propriétaire par flux critique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut pas que ce soit juste un sujet des DSI, des directeurs de systèmes d'information. Jusqu'à maintenant, effectivement, tous les sujets de flux, de machin, de trucs, c'était le sujet des informaticiens, des techos, des DSI. Là, aujourd'hui, il faut que ces flux-là soient pris en main par les métiers, par la direction commerciale, par la direction marketing, par tous les départements qu'on peut retrouver dans une structure. Et donc, nommer un directeur, un responsable, un propriétaire de flux par flux critique, c'est important. Parce que c'est à eux qu'on va demander justement l'observabilité de ces flux, c'est à eux qu'on va demander justement un retour critique pour que ce soit le plus affûté, le plus affiné possible par rapport aux besoins. Ensuite, il faut y aller doucement. Commencer par automatiser un seul flux, un seul déjà, le plus douloureux, et ensuite on voit pour en faire d'autres. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est gros Big Bang, encore une fois. Il n'y a pas de recette miracle pour intégrer l'intelligence artificielle en entreprise, et il n'y a pas de recette miracle, parce que finalement c'est quoi ce que je n'ai pas dit et qui est quand même le thème de cette conférence, c'est que l'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est un projet de transformation numérique qui est lourd. Voilà, il n'y a pas de quand même partir de ce postulat-là. C'est pas juste, j'achète ChatGPT, ça y est, problème réglé, j'ai fait ma transfo numérique. C'est important de le dire et de le redire et de le répéter parce que la plupart des éditeurs de logiciels vendent ça. Ils vendent cette idée contraire, cette magie. Ils ont tous bossé à Disneyland, je pense, parce qu'ils nous vendent qu'il suffit d'acheter leur logiciel. Ça y est, transformation numérique finie. Vous avez l'IA, vos gars vont être augmentés et vous allez faire x10 en termes de productivité, donc x10 en termes de chiffre d'affaires. Bon, ils disent ça aussi parce que y a un terme que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle le dog fooding. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Le dog fooding, c'est une manière d'expliquer que celui qui vend de la bouffe pour animaux, il va la manger, la bouffe pour chiens, il va la manger devant vous
pour dire regardez, si c'est bon pour moi, c'est bon pour vos chiens. Et c'est exactement ça qu'ils font les éditeurs de logiciels, notamment où il y a de l'IA, c'est qu'ils font du dogfooding. Je ne me rappelle plus comment s'appelle celui qui a inventé le sans-plomb. L'essence au plomb, pardon, l'inverse. Mais en tout cas, ce gars-là, pour rassurer le conseil d'administration, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inhalé les vapeurs de son essence en disant regardez, c'est incroyable, faut rouler avec du plomb. Au résultat, l'histoire nous dit qu'il a fini gravement handicapé à cause de, alors c'est des trucs que je ne maîtrise pas, mais à cause de cette inhalation au plomb. Et donc, il a été gravement handicapé, donc il a fabriqué, je ne sais pas si c'est une légende ça, mais j'aime bien cette anecdote. Il a fabriqué il ne pouvait plus se lever en fait, donc il a fabriqué un lit avec une poulie. Et il a fini par mourir étranglé par sa propre fabrication. Donc là, on est vraiment sur ce que le dogfooding fait de pire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le gars voulait prouver que ses inventions étaient géniales. Et à chaque fois, il en est soit handicapé, soit mort. Donc voilà, il ne faut pas se tromper, ça c'est un point important. C'est que quand on vous vend le secret miracle, avec l'IA dans le logiciel, dans le dernier logiciel à la mode qui traite votre compta, non. Ça reste un projet de transformation numérique lourd et qui nécessite de passer par certaines étapes. Le flux, parce que c'est celui qui va nous permettre d'avoir des impacts, d'avoir des gains. Si on se charge d'automatiser un flux ou d'améliorer un flux qui est peu significatif, en fait, on ne va pas se rendre compte si ce qu'on a fait c'est bien, si ça vaut le coup ou pas. Un flux douloureux, c'est quoi par exemple ? C'est, je ne sais pas, il y a un process de facturation qui prend énormément de temps parce qu'il faut vérifier les contrats, il faut vérifier le temps vraiment passé, il faut vérifier tous les échanges avec les commerciaux. Et donc, tout ça, c'est fait manuellement avec risque d'erreur. Si ça prend, je dis n'importe quoi, 4 jours pour facturer un mois, ça, humainement, je veux dire, c'est un flux douloureux. Ça peut être aussi gérer la paye, par exemple, vérifier les badges, vérifier tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'identifier tous ces flux au début. Quel logiciel, quel machin, quelles données, pour ensuite identifier les meilleurs candidats à ceux qui vont se faire un peu refasser, relifter avec un nouveau logiciel, par exemple. Donc ce qui est important, encore une fois, c'est ne pas vouloir tout gérer d'un coup. On en prend un, celui qui est le plus lourd à porter, lourd à faire manuellement, c'est celui qui est le bon candidat. Et enfin, une fois l'architecture stable et quelques flux automatisés, ou tous les flux automatisés, on est rarement dans du tout automatisé, c'est pas, ça encore une fois c'est une chimère, j'y viendrai juste après sur l'aspect compétences et humain, qui sont mes 2 dernières parties. Seulement quand on a fait ce travail-là, donc là jusque-là il n'y a pas d'IA, il y a de la data, il y a de l'outil, il y a des flux, il n'y a pas encore d'IA. Mais c'est seulement quand on a structuré tout ça, stabilisé tout ça, qu'on peut commencer à mettre de l'IA pour avoir des gains vraiment significatifs. Alors en général, quand on commence à structurer la donnée et qu'on commence à s'outiller correctement et qu'on commence à automatiser des flux, on a déjà des gains extraordinaires. Là, on a déjà fait une énorme partie de la transformation numérique que beaucoup de boîtes ont extrêmement du mal à faire. Donc l'IA, elle arrive déjà sur un terrain conquis. Elle doit déjà arriver sur un terrain conquis de ce point de vue-là. Une autre partie, donc la 3e, c'est les compétences. Un truc qu'on ne peut pas remettre en question avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment générative, c'est que la technicité se commoditise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le savoir, la technique, la connaissance, ça devient juste du confort. Ça devient une commodité. Ça devient quelque chose dont on a moins besoin qu'avant. Là encore, on peut faire un parallèle avec la mécanisation de l'agriculture, par exemple. À une époque, retourner 3 hectares, il fallait des bras. Il fallait des machines, mais il fallait des bras, donc des animaux, des humains. Donc tout ça, voilà, c'était un point important. Quand on a commencé à remplacer ça par des machines, ou à retourner 3 hectares, 4 hectares, 14 hectares, finalement, il faut juste la machine qui va bien, mais ça devient une commodité. Là, c'est la même chose avec la technicité. Alors, c'est ce qui fait un peu paniquer tout le monde, parce que depuis l'histoire, en tout cas l'histoire observable de l'humanité, ça a toujours été ce qu'on appelle les cols bleus qui se font facilement remplacer par des grandes révolutions. Quand on vire des ouvriers pour les remplacer par des machines, voilà. Là, c'est vrai que il y a une inversion de tendance, c'est plutôt les cols blancs qui sont touchés. Pourquoi ? Parce que justement, tout ce savoir, toute cette connaissance, toute cette économie de la connaissance
c'est celle qui, de toute façon, est beaucoup mieux gérée par les intelligences artificielles que nous. C'est-à-dire que quand on fait appel à un avocat parce qu'il connaît tous les textes de loi et toutes les jurisprudences dans un contexte donné, ce gars-là, en général, alors, c'est pas que pour ça qu'on le paye, c'est aussi par sa capacité à plaider, mais notamment par sa connaissance. Une IA entraînée spécialement sur les jurisprudences, les textes de loi, etc., sera toujours meilleure et plus rapide et moins cher que le meilleur des juristes ou des avocats. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que la technicité, ce qu'Homo ditise, c'est que... et alors, il y a un autre truc extrêmement important aussi à discuter, vous allez voir, après je ferai le lien. Au même titre que les éditeurs de logiciels qui intègrent de l'IA font des annonces grandiloquentes et dont il faut se méfier comme de la peste, les grosses boîtes qui disent qu'elles virent à tour de bras des compétences parce que maintenant c'est bon, l'IA a tout remplacé, c'est la même chose. C'est des vendeurs de rêves. Il y a deux raisons de pourquoi elles font ça. Et après, j'ai une étude qui prouve ce que je dis, je ne le sors pas de mon chapeau. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que il y a beaucoup de directeurs financiers ou de DRH qui l'ont avoué lors de différentes études. En fait, ça passe beaucoup mieux de dire que c'est parce qu'on a mis l'IA qu'on va virer 1000 personnes. Ça passe beaucoup mieux que des problèmes financiers. Et ça passe beaucoup mieux aussi au niveau des marchés. Parce que quand une boîte dit « je vire 1000 personnes parce que économiquement, c'est pas terrible », au niveau des marchés, c'est pas terrible. Par contre, quand on dit « j'ai intégré l'IA dans ma boîte, donc je peux virer 1000 personnes », quand on regarde les marchés, en tout cas des boîtes qui sont en bourse, ça cartonne. Parce qu'on se dit, waouh, ils ont réussi à intégrer l'IA, ce que tout le monde essaye de faire, mais que peu de gens réussissent. Ils ont réussi à remplacer 1000 personnes par de l'IA. C'est extraordinaire. Donc, je vais investir sur eux parce qu'ils ont l'air d'être en avance. Et ça, c'est intéressant à observer parce que dans l'imaginaire collectif, les boîtes comme Meta, comme OpenAI, toutes ces boîtes-là, dans l'imaginaire collectif, on les voit comme ils ont compris, Elon Musk, etc., ils ont compris plus tôt que les autres, en avance que ce qu'il fallait comprendre. Et ils donnent un peu le ton. Et ils sont tous là à parler de je vais remplacer le directeur par une IA, je vais remplacer 100 000 personnes par une IA, machin, etc. Et en fait, ils jouent à ce jeu parce que c'est simplement pour plaire aux investisseurs. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper. Là, ça fait 2 ans qu'on entend des annonces à tour de bras de ils virent 30 000 personnes, l'IA c'est en train de faire un ravage, etc. En fait, il y a une étude, alors je vais juste reprendre ce que je ne connais pas par cœur toutes les études, mais je me l'étais noté. Il y a une étude de Forrester Research, qui est un institut d'études, d'analyse, qui nous explique qu'en fait, sur tout 2025, il y a moins de 100 000 personnes qui auraient vraiment été, sur tout le marché américain, il y a moins de 100 000 personnes qui auraient vraiment été virées parce qu'on les a remplacées par de l'IA. 100 000 personnes, aux États-Unis, il y a 160 millions d'actifs. Donc autant dire... C'est que dalle. Il y a même de nombreuses recherches qui montrent qu'en fait, et ça c'est le paradoxe du charbon d'un logicien britannique qui nous le dit, plus l'IA progresse, plus le nombre d'emplois liés à l'IA augmente. Et ça s'explique assez facilement parce que, encore une fois, l'IA, c'est pas magique. On nous le vend comme magique, mais c'est pas magique. Et en fait, il faut des mecs pour les superviser, il faut des mecs pour les développer. Donc, on pourrait se dire, oui, mais c'est que des ingénieurs en IA qui sont recrutés. Mais pas que, parce qu'en fait, il y a des mecs qui sont payés pour superviser des IA et il y a des nouveaux jobs qui sont créés. Plus l'IA s'intègre dans les entreprises, plus l'entreprise travaille, finalement, plus elle peut être productive. En tout cas, plus elle espère être productive. Plus elle est productive, plus il faut des gars. Et c'est ça le paradoxe du charbon que je ne connais pas par cœur. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le paradoxe du charbon de Yevons, je crois qu'il s'appelle, et qui nous explique que plus la demande augmente, en fait, plus ça marche, finalement. Plus ça crée de l'emploi. Donc ça, il y en a qui appellent ça le AI washing, c'est-à-dire qu'en fait, on explique à tour de bras que l'humain, ça y est, il va se faire remplacer et que l'IA va tous nous remplacer. Par rapport à ça, ça veut dire quoi ? Pourquoi je parle de tout ça ? Ça veut dire que un très mauvais réflexe serait de dire je vais chercher à réduire ma masse salariale, je vais chercher donc à prendre des outils d'IA qui vont me permettre de virer des gars. Bon, c'est pas juste de la philanthropie, ce que je fais, c'est que, encore une fois, ça a été documenté, une bien meilleure manière de faire, c'est de effectivement, parce que ça on ne peut pas le nier non plus, c'est de
reconsidérer, requalifier les différents jobs. J'en prends 3, qui sont peut-être les 3 qui nécessitent le plus de transformation dans les entreprises. Et ça, peu importe le secteur d'activité. On a ce qu'on va appeler et ça, on retrouve généralement ces 3-là dans à peu près toutes les entreprises. Donc, je ne me concentre pas sur les métiers, parce que c'est un non-sens de dire le développeur va devenir manager, le manager va devenir truc. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt le profil humain. On a très souvent ce qu'on va appeler le gardien du temple dans à peu près toutes les organisations. Le gardien du temple, c'est celui qui a tout le savoir tribal, celui qui sait tout, mais il a tout dans sa tête. On va avoir généralement le technicien pur, peu importe dans quel domaine. Et on va avoir l'acheteur de licence. Très généralement, ça se retrouve dans toutes les strates de l'entreprise. Ça peut être le dirigeant qui est l'acheteur de licence ou l'acheteur de logiciel. Le technicien pur, c'est l'ouvrier, c'est le technicien, c'est le développeur, etc. Le gardien du temple, c'est souvent le manager, le directeur commercial, qui est là depuis très longtemps. Un des points importants sur les compétences, c'est donc pas de chercher à trouver un outil qui fait ce que nos gars faisaient, c'est plutôt d'essayer de les amener vers, pas forcément un nouveau métier, parce que ça c'est pareil, c'est une chimère, hein. On ne transforme pas un plombier en un électricien comme ça. C'est plutôt de les amener à développer des nouvelles compétences, quitte à en détruire d'autres, parce que il y a des compétences qui sont moins utiles à l'ère de l'IA, il y en a qui deviennent très utiles. Si vous observez un gardien du temple dans votre organisation, il faut que ce gardien du temple devienne producteur de données. C'est lui qui va annoter les données, c'est lui qui va créer les protocoles, parce qu'il les a dans sa tête, donc c'est plus simple pour lui. Donc ça peut être simplement, on met en place par exemple un protocole qui dit que chaque fois que tu observes une action récurrente et qu'elle n'est pas documentée, tu t'enregistres, tu te filmes, tu l'écris, peu importe, mais tu documentes ce protocole. Donc ça, c'est une nouvelle compétence, c'est d'avoir les bons réflexes de produire de la donnée, de collecter de la donnée et d'annoter de la donnée. Donc le gardien du temple devient producteur de données, entre autres. Le technicien pur, il faut l'amener petit à petit à développer des appétences, des compétences de gestionnaire de ressources. Forcément, parce que le technicien pur, il va être largement aidé par des IA, donc il va devoir jongler entre les outils, arbitrer, décider, superviser. Donc il va devoir développer ses compétences de gestionnaire de ressources. Et l'acheteur de licence, lui, il faut petit à petit l'amener à devenir, en tout cas critique, ou devenir architecte de systèmes d'information. Tout ce qu'on a parlé jusqu'alors, c'est-à-dire identifier les données, identifier les flux, etc. Et ne plus se dire Salesforce, ils m'ont vendu que j'allais mettre de l'IA dans ma boîte, c'est super, donc j'achète Salesforce, mais plutôt de se dire ok, je vais d'abord, soit je sais le faire, soit je le fais faire, mais en tout cas je le comprends, je vais d'abord poser mes flux, poser mes données, et là, je ferai des bien meilleurs choix. Voilà. Donc, si on amène petit à petit, donc c'est pas grand-chose, hein, on parle de 3 rôles, et on parle pas de changer les métiers, on n'en est pas encore là, ça viendra après. On parle juste de s'assurer que ces 3 rôles-là, si on les a identifiés, ça peut être une même personne, que ces 3 rôles-là développent également les 3 compétences que je viens de citer. En termes de plan d'action, ça donne quoi ? Numéro 1, identifier le gardien du temple, ça c'est assez critique. Ou les gardiens du temple, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, parce qu'encore une fois, une donnée qui n'est que dans la tête des gens, on n'en fera rien, on sera bloqué. Et donc, il faut commencer à organiser l'extraction de ces données-là. Hein, donc, comme je le disais, on met en place un protocole, on s'enregistre à chaque fois qu'on fait quelque chose d'assez récurrent, et puis et on sait où on le met. Voilà, on ne le stocke pas dans la poche. Évaluer les profils techniques sur leur capacité à pivoter. Et c'est seulement si on a des profils purement techniques qui refusent ou qui ne sont pas en capacité de pivoter, c'est là où on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait de cette personne-là ? Est-ce qu'elle peut aller ailleurs ? Est-ce qu'elle peut faire un autre job ? Est-ce que dans l'organisation ou en dehors ? Mais c'est vrai qu'un profil technique qui ne fait que de la technique, donc prenons l'exemple du comptable, le comptable qui fait 90% de saisie comptable, il y a fort à parier que dans quelques années, la saisie comptable soit 100% IA, 100% ou 99% IA, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'elles vont faire du reste de leur temps ? Soit elles veulent rester que des techniciens purs, et là, il faut se poser la question de ce qu'on fait, soit elles ont cette capacité à pivoter et à devenir des gestionnaires de ressources, en plus de leur métier. Hein. Ça, encore une fois, on ne parle pas de changer les métiers. Faire le bilan des licences SaaS, donc Software as a Service, c'est toutes les licences qu'on achète pour avoir des logiciels. Hein. Donc ça, c'est pareil. C'est intéressant de commencer à voir un peu ce qu'on paye et combien ça coûte et qu'est-ce qu'on a. Et enfin, arrêtez de lire les communiqués de presse sur l'intelligence artificielle et les emplois. Parce qu'encore une fois, toutes les grandes annonces de telle boîte vire 30 000 personnes parce que IA. Non, ils virent sûrement 30 000 personnes. Peut-être que sur les 30 000 personnes, il y en a 50, c'est parce que c'est l'IA. Sur les 30 000 personnes, il y a de grandes chances qu'ils se fassent virer parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses ou qu'il faut faire plaisir aux investisseurs. Parce que souvent, quand on parle des boîtes comme Block, comme Salesforce, etc., c'est pas qu'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il faut faire plaisir aux investisseurs parce que sinon,
C'est plus compliqué économiquement. Et enfin, je voulais terminer sur cette partie, la place de l'humain, parce que ça me semble être peut-être le plus important. On parle de transformer des entreprises, on parle d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Une entreprise, c'est ni plus ni moins que la somme de... Alors, ni plus ni moins, pas que, c'est réducteur ce que je dis, mais c'est la somme des personnes qui la composent. Plus la technologie, mais c'est surtout la somme des personnes qui la composent. Sans les humains, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fonctionnent. Et donc, on est obligé de prendre ça en compte. C'est un fait, c'est pas négociable. Et l'humain, encore une fois, ça se négocie pas. L'humain a besoin de progressivité, qu'on le veuille ou non. Donc, il vaut mieux l'accepter, c'est plus simple. Toutes les personnes qui veulent y aller en forçant de manière brute vont juste se prendre des murs. Ce que je dis là est vrai, en tout cas en France. Effectivement, quand on est en Chine, quand on est dans des pays autoritaires et totalitaires, c'est peut-être différent. Maintenant, en France, on ne force pas les gens, donc on est obligé de respecter ce besoin biologique de progressivité. Par rapport à ça, donc progressivité dans le changement, moi j'ai tendance à dire qu'il faut le voir comme de l'épargne, c'est-à-dire que il ne faut pas se dire l'IA c'est un projet que je mets en place en 2 mois et après hop c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, c'est derrière nous. Pourquoi je dis qu'il faut le voir comme de l'épargne? C'est-à-dire qu'il faut se dire c'est quelque chose que je prends en compte dès maintenant avec un plan sur l'année, puis un plan sur l'année d'après, et j'investis progressivement un peu d'argent, un peu de temps dessus. Comme l'épargne, ce qui va faire le job à la fin, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire que si je cherche à faire x10 sur ma mise, ça devient du trading et on cherche à battre le marché. Quand on fait de l'épargne, on ne cherche pas à battre le marché. Quand on fait de l'épargne, on cherche à utiliser le temps comme étant notre principal allié. Donc par rapport à ça, le plan d'action il est très simple. Il faut voir ça comme un projet long terme. Donc on désigne un chef de projet, un responsable de l'intégration de l'IA en interne, ça marche toujours bien. Ça peut être le dirigeant, ça peut être n'importe quel profil en fait, à condition que ce soit un profil qui soit un tout petit peu intéressé par le sujet, parce que si c'est quelqu'un qui va saboter le truc, ça ne marchera pas. Organiser des organes de pilotage, donc par exemple un comité mensuel ou trimestriel, ou bon, semestriel ça commence à faire beaucoup, mais au moins trimestriel ça peut se faire, où on passe en revue toutes les actions qui ont été mises en place, et puis celles qu'on va mettre en place dans le futur, et ainsi de suite. Et on voit ça comme quelque chose qu'il faut faire d'année en année, parce qu'en plus, c'est un sujet qui vous l'avez à mon avis pas laissé échapper, c'est que c'est un sujet qui évolue constamment. Donc on ne peut pas se dire je mets de l'IA et après je mets ça derrière moi. Contrairement justement à l'électricité, contrairement à Internet, on met Internet et hop, ça y est, Internet est en place. L'IA, c'est un poil différent, ça évolue tout le temps. Donc, d'où l'intérêt de voir ça d'année en année et de jamais s'arrêter presque. Construisez un plan sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Budgétez à l'année, encore une fois, pas au forfait, pas à la mission, pas au projet. Formez avant de déployer, c'est un point important aussi, puisque encore une fois, il y a beaucoup de nouvelles choses. Là, on l'a vu, c'est pas juste une question d'outils, data, compétences. Il y a tellement de choses à dire que se former, c'est jamais too much. Et mesurer, tout ce que vous pourrez mesurer. Mais il ne faut surtout pas se dire je le fais parce que les autres le font et que c'est cool de le faire. Il faut le faire, il faut le mesurer, parce qu'encore une fois, on n'améliore que ce qu'on mesure. Et je tiendrai le délai. Ça, c'est rare. Je terminerai par un truc qui est peut-être essentiel à garder en tête. C'est une citation de Saint-Exupéry qui nous dit que si on veut construire un bateau, le plus beau des bateaux, il ne faut pas rassembler les hommes et les femmes et leur donner des directives, il ne faut pas leur donner des contraintes, il ne faut pas leur dire exactement où chercher chaque détail, chaque chose, etc. Si on veut construire le plus beau des bateaux, il faut donner à ces hommes et à ces femmes le goût de la mer. Et je trouve que ça résume assez bien ce sujet d'intelligence artificielle et de progressivité et de nécessité de l'humain à comprendre et à mettre du sens dans ce qu'on fait. Le projet étant un projet lourd, encore une fois, on le répète, c'est l'essentiel de ce point de ce matin. Le sujet est un sujet lourd, donc il faut embarquer les gens et il faut leur donner le goût de la mer. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao.